Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Panache, le nouveau podcast que la chaîne Divergent va sortir. On vous invite d'ailleurs à évidemment vous abonner, à partager. On va recevoir beaucoup de personnalités et puis des gens peut-être un peu moins connus mais toujours avec des parcours inspirants, des gens au talent singulier, des gens bienveillants. C'est le cas de mon premier invité. Je suis pas allé chercher très très loin, on va rester, on peut dire, un peu en famille. C'est Philippe Stolz. Donc Philippe Stolz, grand producteur de télé qui est présent dans le monde des médias depuis au moins 30 ans. C'est pas une insulte de dire ça. Non, ça fait 35 ans que je suis au cœur des médias et tu as raison. 35 ans, donc vous l'avez peut-être pas vu comme ça de visu, mais son nom a été crédité dans des milliers d'émissions. Est-ce que d'ailleurs tu t'es déjà amusé à compter le nombre d'heures d'antenne de programmes que tu as pu produire dans ta vie ? Non, je n'ai pas compté, mais écoute, on peut déjà faire deux choses. Durant ma période Endemol, on en reparlera, et H2O, je faisais par an, puisqu'en fait, il y a des études qui sont faites chaque année, 870 heures de programme par an. Wow. Donc, fais le calcul, en fait. Ouais, ça doit faire des milliers, tu as raison. On va revenir évidemment sur ton parcours, sur les évolutions du métier que tu as pu observer, sur tes inspirations également, et puis sur l'avenir. Ça va être un sujet passionnant. La première question que je voulais te poser, c'est qu'on parle beaucoup maintenant de production d'audiovisuel. C'est quelque chose que les jeunes générations connaissent. Il y a même des MBA, des masters. Tu es responsable toi-même d'un master dans l'audiovisuel. Ça n'existait pas avant. Comment toi, tu es arrivé dans la production télé ? C'est vraiment le cinéma d'abord dans un premier temps, puisque en fait, avec mon meilleur ami qui est producteur de ciné, lui, aujourd'hui, concrètement, on a commencé à faire des courts-métrages, puisque c'est ça, comme ça, qu'on démarrait. En fait, on écrivait, on produisait. À l'époque, en fait, c'était ou du Super 8, parce que c'était la manière de produire. Donc, de voir tous les écueils qu'il y avait, c'était pas évident. On a commencé très tôt, je crois que c'était, effectivement, je vais avoir 15-16 ans, en fait, mon premier film. Clip aussi, puisque c'est la période où les clips ont explosé. On a créé notre maison de production très très vite après le bac, en même temps que nos études. Et là, on s'est lancé dans la production d'abord cinéma. On a fait effectivement, à l'époque, on pouvait faire en fait, ce genre de choses. C'est-à-dire on faisait 2 films en même temps, puisqu'on avait le matériel. Donc on faisait un film dans la journée et un film le soir. Donc il y avait 2 équipes sur 2 sujets différents à chaque fois. Le premier sujet, c'était un truc historique. Les 2 sujets étaient historiques d'ailleurs, avec David Barrault. Historique en fait en termes de production. Historique aussi de l'autre côté avec Charlotte Valandré, en fait. Donc c'était quand même des belles choses, parce qu'effectivement on a la chance de connaître Charlotte. Et c'est d'ailleurs grâce à Charlotte que je suis rentré en fait à M6. Je te raconterai ça plus tard. Mais voilà comment ça a démarré sur les premières productions audiovisuelles. En fait. Donc en fait, tu es complètement indépendant, tu investis ton argent. C'est une passion à la base. Pourquoi tu te diriges vers ça d'ailleurs ? Parce que peut-être qu'il faut partir de là aussi. T'as raison, on va démarrer. D'abord, je suis un passionné de cinéma. Dès enfant, j'adorais voir les films, j'adorais en fait comprendre comment ça se faisait. Je suis même rentré à la MJC de Vincennes pour m'occuper du cinéma, pour faire la programmation. Je voyais 7 fois chaque film. En fait, c'était un truc de fou, mais c'était aussi une manière aussi de décrypter l'image, de comprendre l'image. Donc c'était passionnant en fait par rapport à ça. Et puis encore une fois, comme on était une petite bande de copains dès l'école, en fait, on voulait faire effectivement nous-mêmes raconter des histoires. Et je me suis aperçu très vite que c'était super long de raconter des histoires. Donc, mais bon, j'étais quand même passionné. On a fait un documentaire, j'ai produit et réalisé un documentaire, par exemple, sur le cinéma français sur l'occupation allemande, où j'ai pu interroger en fait, des grands réalisateurs, des grands artistes qui m'ont passionné. J'ai vu qu'on pouvait accoucher aussi. Donc là, c'est l'autre passion qui était le journalisme, où je me suis dit, mais c'est passionnant aussi, il faut que j'aille là-dedans. Et puis, au final, par rapport à tout ça, en fait, ce que j'ai aimé, c'est raconter des histoires, en définitive. On parle de storytelling aujourd'hui. À l'époque, on en parlait peu. C'est surtout raconter des histoires. Et c'est comme ça que je suis arrivé, en fait, par rapport à cette écriture entre le journalisme d'un côté et le cinéma, à arriver, en fait, à faire de la télé. Puisque, en fait, ma première réellement rencontre, c'est grâce à Charlotte Valandré, donc je le redis, qui un jour a un coup de fil d'M6. Alors M6 avait quelques années. Ah, on est en quelle année là ? Alors M6 est arrivé en 87 et moi je suis arrivé en 89 en fait. Donc à peine 2 ans plus tard, parce que en fait il y avait une émission qui se mettait en place, une suite en fait d'une émission qui s'appelait Flashback en fait, présentée par Lynn Hallyday à l'époque. Ils avaient appelé Charlotte en fait Valandré pour la présenter, pour suivre après Adeline.
Et donc, Charlotte nous a demandé, avec David, mon meilleur ami, si vous voulez pas faire de la télé, on fait du cinéma ensemble, pas faire de la télé, et puis produire cette émission. Et c'est là que j'ai débarqué à M6 pour la première fois. Je suis resté 16 ans pratiquement. En toute honnêteté, est-ce que c'est un crève-cœur de faire la passerelle, de quitter un peu le cinéma pour aller sur la télé, ou tu dis ok, c'est excitant, c'est une nouvelle chaîne, on a plein de choses à faire aussi, ou on regarde ça un peu de haut? Pas du tout. En fait, si tu veux, encore une fois, moi, mon problème sur le cinéma, ce sont des familles. C'était très compliqué à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, je crois. Parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans des familles, puis les écritures, en fait, ça demandait des années. Avant de sortir la énième version du scénario, où donc tu sortais X scénarii, et à chaque fois, c'était très, très long. Ce que j'ai aimé dans la découverte, en fait, de la télé, il y avait une autre de mes passions qui est la musique, puisque c'est une émission musicale, en fait, aussi, c'était, on avait une idée, on pouvait l'appliquer. Et ça, c'était génial, parce que dans la créativité, dans la manière dont on l'a produit, cette émission, c'était déjà, en fait, avec des effets spéciaux derrière, on essayait des choses, et M6, c'était un super laboratoire pour ça. C'était une toute petite chaîne, faut pas oublier, elle était née sur les cendres de TV6, qui avait duré 1 an, et nous, on est arrivés parmi tout ça, où on nous a donné une carte blanche, en disant, ok, allez-y, faites ce que vous voulez. Parce que la chaîne, à l'époque, elle n'est pas installée, la grille des programmes, elle n'est pas encore très, très lisible. Non, M6 à l'époque avait l'obligation de reprendre en fait ce que faisait TV6, c'est-à-dire quoi? 2 axes, la musique, donc les clips, les émissions musicales en direct, et puis ils n'avaient aucun moyen financier effectivement pour faire des grosses productions. Donc en fait, on essayait, puis il y avait les séries, pardon, j'oublie les séries, parce que là tout le monde va me dire ah oui, La petite maison dans la prairie, qui a 2000, Papa Schulz et tout ça et tout ça. Bon bah oui, Papa Schulz, c'était effectivement tous les shows. Et donc c'était de trouver des nouvelles idées justement intéressantes pour amener, puis à l'époque c'est les clips, faut pas oublier, on est dans l'explosion des clips aussi. D'amener en fait une cible qui était les jeunes, puisque c'était ça, on travaillait pour les jeunes, donc qui étaient des gens qui avaient le même âge que moi en fait, concrètement, pour les amener à découvrir la musique, à consommer. C'est l'explosion des CD à l'époque aussi, il y a des clips partout. Et c'est ça qui a amené la force d'M6 petit à petit à construire son audience. Donc oui, on est au début de quelque chose et on sent bien que voilà, on a cette liberté-là et on verra ce que ça donne. Alors, tu parles de liberté, on verra ce que ça donne. On va faire un petit saut dans le temps. En 2001, arrive quelque chose, tu me vois venir, oui. Quelque chose qui a révolutionné la télévision à tout jamais. C'est peut-être d'ailleurs le dernier grand genre qui a vraiment perturbé au départ et puis ensuite, en tout cas, attiré, fédéré beaucoup de gens. C'est la télé-réalité. Toi, tu es de l'aventure de Love Story. Ça, il faut que tu nous en parles parce que les jeunes générations qui sont habituées aujourd'hui à la télé-réalité ne se rappellent pas, ne peuvent pas savoir la bombe, l'effet que ça a eu sur le public, sur la politique, sur tout un tas de choses. Raconte-nous l'histoire du Loft. Il y a un fou fabuleux qui s'appelle John DeMol, en fait, qui est un mec extraordinaire, qui a eu cette idée formidable en fait de faire de la real TV, parce que j'aime bien en fait revenir sur les mots. J'aime pas du tout la traduction en fait télé-réalité. C'est la télé-réalité, non, c'est la télé du réel. C'est ce qu'il voulait. Et il a eu cette idée formidable de monter Big Brothers en fait. Big Brothers, je pourrais te raconter l'histoire de comment il l'a trouvé. On en parlera un peu plus tard si tu veux. Mais pour nous, en fait, M6, il fallait qu'on franchisse une marche, et la marche elle a été essentielle. On a vu ce qu'a fait John DeMol en fait aux Pays-Bas, et on s'est dit les jeunes c'est nous, de pouvoir en fait montrer cette génération qui en veut, qui ont des discussions, etc. On s'est approché dans DeMol en fait, France, donc Stéphane Courby et Arthur en fait à l'époque, et qui avait donc ce format puisqu'effectivement ça venait de John en fait. Et puis tout de suite on s'est dit c'est le moment ou jamais, où ça passe ou ça casse, voilà. Mais on ne voulait pas le format tel quel. Et on a travaillé avec les équipes d'Endemol à l'époque, nous M6, on était très investis, c'était Louis-Alexis Gemini en fait, qui était en charge du programme avec qui je travaillais, et puis on était plusieurs en fait. Et on s'est dit, comment en fait on peut adapter ce programme à la française sans faire un pomme C, pomme V, parce qu'il y avait plein de choses qui ne nous plaisaient pas en tant que telles. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est pas le format d'ailleurs qui s'appelle Big Brothers, qui s'appelle Loft Story. Et alors la date du 26 avril 2001, j'en saurais toute ma vie en fait, eh bien ça a été le démarrage de Love Story en fait sur M6, qui au début a complètement bouleversé les Français. Parce qu'on oublie toute l'histoire en fait en disant c'est super, etc. Il y a X millions de téléspectateurs. Oui, c'est vrai.
Mais au début, en fait, les gens avaient très très peur en fait de voir en fait un nouveau format. On enfermait les gens. Donc déjà, il y en a qui nous traitaient de tous les noms. Donc c'était un peu compliqué. Des rats de laboratoire, on mettait des souris, on oublie tout ça. La presse a été. Alors la presse a été. Alors c'est pas tant la presse que la presse. Pratiquement une semaine après, était avec nous. Le Monde a fait sa couverture sur Love Story quand même. Phénomène de société. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme on ne connaissait pas. Et qui avait un côté en fait aussi novateur, eh bien les gens ont été attirés et il y a eu un élément qui a accéléré cette histoire en fait de Love Story, c'est Loana et Jean-Édouard dans la piscine, qui était un élément qu'on ne pouvait pas prévoir aussi vite. D'ailleurs, on est les premiers dans le monde entier à avoir eu cette accélération de sentiments, parce que c'est ça aussi la télé d'enfermement, où il y a eu cette histoire en fait entre les deux, qui ont fait d'un seul coup, tout le monde a regardé à 18h en fait l'émission, ça a explosé au niveau des audiences en quelques temps. Est-ce que le public était là dès le départ déjà, ou il y avait encore un rejet Alors, il y a deux choses. Le public était là au sens, tu sais, les premières émissions, il y a toujours beaucoup de monde et on se dit comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde en fait disant mais qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place, c'est quoi les règles, etc. etc. Et donc l'accélérateur a été l'histoire de Loana, l'histoire d'amour de Loana où Jean-Édouard n'a pas assumé en fait. Et ça, tous les Français se sont retrouvés dans cette histoire-là. Ouais. Les Françaises surtout en fait, en disant quel salaud, etc. etc. C'est là en fait que ça a tout de suite pris au niveau en fait aussi de cette génération et surtout le côté intergénération. Ça aussi on l'oublie concrètement parce que dans les familles, on revenait à l'histoire de la télévision, à 18h, on regardait l'écran, papa, maman, les enfants et les jeunes. Et donc, il y avait un échange entre les deux en disant, mais vous parlez comme ça, c'est quoi cette génération ? Et on a renoué le dialogue intergénération. Et c'est là que ça a explosé au niveau des audiences. Ça a explosé tellement au niveau des audiences, d'ailleurs, que TF1 avait interdit dans les bureaux en fait, de TF1 de regarder Love Story auprès de leurs salariés. Tu imagines le phénomène. C'est ça qui est marrant, c'est d'en reparler là. On en reparle comme si tout était normal, mais ça avait été diabolisé. Moi, je crois me rappeler d'une discussion, tu m'as expliqué que tu avais été menacé ou insulté par des gens parce que tu produisais le Loft. C'était incroyable. Alors, moi, je ne le produisais pas directement. C'était en démol, mais j'étais M6. En fait, d'ailleurs, on faisait beaucoup d'échanges dans les écoles pour expliquer le phénomène, etc., etc. Mais on oublie, il y a des images, elles existent encore. En fait, Benjamin était aussi... Castaldi, pardon, l'animateur, en fait, qui avait été choisi pour animer, en fait, Love Story, a été menacé. Il avait aussi un mec de sécurité, les dirigeants d'M6 aussi. On a reçu effectivement des menaces de mort, des petits cercueils. C'était fou. Pareil, on a les images. Il y a des gens qui sont venus devant M6 à Neuilly. On avait déjà déménagé à l'époque, qui avaient en fait jeté des ordures, arraché le logo en fait M6, balancé du faux sang sur les murs. On oublie tout ce phénomène-là en fait, qui avait été un phénomène assez violent. Mais est normal, contestataire, en fait, on est français, hein, donc il faut qu'on conteste tout le temps. Mais de l'autre côté, les résultats et les audiences montraient que ça devenait un phénomène, comme tu l'as dit, et c'est devenu en fait une next step en fait, sur la télévision. Et à partir de là, tout a changé. Et la télé-réalité, en tout cas de cette époque, elle va même au-delà. En fait, dans la narration, dans la façon d'écrire, on a même des sujets très sérieux, des reportages qui empruntent un peu tous ces codes-là. On se rend plus compte parce que ça fait plus de 20 ans maintenant, mais ça a inspiré. D'ailleurs, c'est le dernier grand genre qui a cassé les codes, qui est complètement disruptif. On n'a pas eu de révolution depuis. Est-ce qu'on en aura d'ailleurs encore ? Écoute, je sais pas. On est à revenir sur des formats, surtout. Tu vois, on a ressorti la Starac, que j'ai aussi produit quand j'étais à Endemol. Il est question de ressortir effectivement Secret Story. C'est des cycles. En fait, on revient à des cycles beaucoup. D'avoir une vraie révolution, pour l'instant, on la voit pas, la vraie révolution. Je parle dans le monde entier parce que c'est comme ça qu'on sait à peu près, effectivement, quelles sont les prochaines next steps, concrètement. Moi, j'en vois pas, mais j'aimerais bien qu'il y ait des créateurs comme je fais partie, en fait, sur des nouveaux genres. Tu vois, on a changé un peu le genre divertissement, en revanche. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Ah, tu parles de Secret Story, c'est intéressant parce que le Loft, mais corrige-moi si je me trompe, TF1 l'avait refusé. Tu nous expliquais qu'ils ont même interdit aux salariés, mais face au succès de Love Story, TF1, à un moment, je crois, mais tu vas nous expliquer l'histoire, approche en démarre en disant nous aussi, on voudrait notre Loft. C'est ça l'arrivée de Secret Story ? Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'avant, il y a l'histoire de Star Academy, en fait, si tu veux. Parce que aussi, en 2001, ce qu'on oublie, en fait, M6 s'enchaîne très vite, et là, vraiment, j'étais beaucoup plus sur Popstar, qui me ressemblait plus en termes d'écriture, musique et journaliste, etc., etc.
on a différents formats qui arrivent sur le marché. En fait, on sait qu'il y a Star Academy qui arrive. Et là, TF1 ayant loupé la marche pour Love Story, à l'époque, il y avait eu, soi-disant, en fait, moi je n'y ai pas assisté, donc les différents dirigeants des chaînes qui avaient donc dit on ne prendra pas la télé-réalité. TF1 ne l'a pas pris et M6 l'a pris, en fait, concrètement. Et donc, il y a ce format qui arrivait aussi sur le marché, qui était produit par Endemol Star Academy. Et nous, M6, c'était de dire faut qu'on y aille juste avant. Donc, on était sur Popstar. Et d'ailleurs, c'est Popstar qui a démarré le premier, c'est la guerre. D'accord. Et ensuite, Star Academy. C'est là que TF1 a dit on va signer un deal avec Endemol. Et ce deal, comme Endemol avait 2 ans avec M6, donc on a fait Loft 1, Loft 2, alors qu'ils faisaient eux-mêmes la Star Academy sur TF1, Endemol, on a mis Popstar en fait, qui était effectivement produit par Fremantle, juste avant le démarrage, et on n'a pas pu avoir la signature, nous, en tant qu'M6, de la suite de Loft. Okay. Donc résultat des courses, effectivement, ils ne pouvaient pas, TF1, utiliser Love Story, donc ils ont retravaillé avec les équipes sur un autre format, Secret Story, qui n'est pas ni Big Brothers, ni le Loft. C'est une création française. C'est une création française que John a accepté en fait du bout des lèvres, parce que c'était pas évident, parce que la pierre angulaire n'était pas seulement l'enfermement, était de découvrir le secret. Et d'ailleurs, c'est devenu un format dans Endemol, puisque ce format a été adapté d'ailleurs, Secret Story, au Portugal et dans d'autres pays, tel qu'il a été écrit par les Français, les équipes de Stéphane Courby à l'époque, Alexandre Laroche-Joubert, etc., etc. Donc oui, c'était la guerre, parce que... parce qu'on est sur des enjeux, on parle de centaines de millions d'euros cumulés, tout ça. Ah oui, mais complètement, oui. Des enjeux d'abord de format, qui coûtent cher, et des enjeux en fait de régie publicitaire. Quand tu as X millions de téléspectateurs, tu ne vends pas la pub au même prix que si tu n'en as qu'une centaine. Et donc, comme il y avait énormément de succès sur ces formats-là, il fallait être les premiers à l'avoir sur les antennes pour aussi faire rentrer de l'argent. On va bientôt ouvrir un peu ton chapitre Endemol, mais avant, il y a eu trop de formats chez M6, Pékin Express. Est-ce que tu peux nous citer d'ailleurs les formats sur lesquels tu as pu travailler, ceux qui t'ont le plus marqué? Il y en a plein, évidemment. J'en ai plein, parce qu'il y avait l'histoire de la musique. J'ai produit 13 Dance Machines. Après, il y a eu des beaux moments, il y a eu des convictions. Pékin, on fait Pékin Express avec Louis-Alexis Jimini. En fait, on voulait, avec Thomas Valentin, un format de jeu, en fait. Il y avait Koh-Lanta qui existait, donc c'est déjà très difficile pour nous. Mais on voulait, en fait, un format, en fait... qui réunissent d'autres valeurs, en fait. Et on est tombé... Alors, il y avait 2 formats. Il y avait Amazing Race, à l'époque, en fait, qui était un très beau format qui a été adapté bien plus tard en France, qui n'a pas du tout marché, d'ailleurs. Et puis, ce Pékin Express, qui était un tout petit format flamand créé par Ludopop, en fait, qui, donc, avait été pareil sur la partie flamande en termes de production, qu'on a repéré, et qui avait, en fait, une accroche très forte, 1 euro par jour et par personne. Ouais. Pour traverser 3 pays. Et nous, ça nous a plu tout de suite dans cet intitulé de dire on peut, et c'est aussi la conjoncture en fait qui fait que tu arrives en fait au moment où c'est le guide du routard. Si demain je m'en vais, je prends mon sac à dos et je vais dans n'importe quel pays et je peux y aller parce que les tarifs des avions à l'époque n'étaient pas chers du tout, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je peux prendre mon sac à dos, je peux partir, c'est le mythe du guide du routard, là, hop, et puis je vais découvrir un pays avec 1 euro par jour et par personne. Et on a trouvé le format super fort. Donc on a été voir en fait les équipes belges. On a travaillé avec Ludopop aussi pour voir aussi comment on allait travailler. Ça a été pour moi une aventure formidable de 3 ans parce que j'étais sur la préparation et sur le tournage. Donc ça reste une très belle expérience. Un autre format aussi que j'aime beaucoup qui est toujours à l'antenne et je suis très content, c'est le dîner presque parfait. Ouais. Là aussi, j'étais au début du format. Raconte-nous la genèse, s'il te plaît, du dîner. Alors, le dîner, c'est un format qui a beaucoup circulé, en fait, dans les maisons de production, même Endemol à l'époque. Moi, j'étais M6, un peu pur. Et alors, personne n'arrivait à le vendre, en fait. Il y avait un truc sur ce format en disant, mais attends, c'est quoi? C'est la bouffe? Ouais, mais en fait, donner des notes sur la bouffe. Bon. Et en fait, quand on a eu ce format, nous, entre les mains, on s'est dit, mais c'est génial. Parce que, en fait, c'est pas les valeurs, en fait, du repas. C'est plusieurs valeurs qu'on peut mettre en place
comme effectivement la convivialité, on est entre potes, on parle, c'est l'échange, c'est le contenu, et puis effectivement, c'est le plaisir d'être ensemble. Donc, j'ai vraiment, moi, adoré ce format. Je l'ai emmené, en fait, aussi voir Thomas Valentin, effectivement, en disant, écoute, moi, je pense que c'est un Access Prime Time. À l'époque, on se prenait une tôle, parce qu'il y avait un contre-sang produit par Endemol qui était en face de nous sur TF1, présenté par Benjamin Castaldi. Ouais. Et il fallait qu'on trouve un access fort, en fait, aussi. Et effectivement, en montrant qu'on pouvait faire 3 notes. Une note sur le repas, certes, la préparation, etc., mais une note sur le côté apéro, le côté jeu, le côté sympathique, puis le côté déco, parce qu'évidemment, table, on pouvait en fait fédérer l'ensemble des Français. Et mettre une note, en fait, pour moi, c'était aussi une gageure, en fait, de dire, si on arrive par rapport à ce format à le mettre à l'antenne, vous verrez que les enfants vont noter les parents. Voilà. Et Thomas nous a fait confiance. M'a fait confiance en l'occurrence. On a fait un essai en partant à Lille. J'ai choisi Lille en fait aussi. On l'a fait lundi, mardi, mercredi, comme si c'était la vraie émission. Donc on a pris le format évidemment. Et Bibiane Confroy à l'époque, qui était la directrice des programmes en fait, a vu le format et a dit il nous le faut. Ils m'en ont commandé en fait 9 semaines. D'accord. Et ils ont encore hésité. 9 semaines, ok. Ouais, pour faire tes preuves. Pour faire mes preuves, en fait, pour tourner. Mais ils ont hésité, en fait, à le diffuser. Ils ne savaient pas trop. Est-ce que ça va marcher ? Mais c'est France 3, ça. C'est pas M6. Ouais. La nourriture, c'est France 3. Je dis non, vous n'avez pas compris. Ça ne joue pas sur ça. Ça joue sur des valeurs, en fait, qui sont nous, M6. On a grandi. La petite chaîne qui monte, oui, elle a grandi, en fait. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Bon, j'étais pas fier. Hein. Mais ça, dès la première semaine, on a eu des chiffres de fou. Et la deuxième semaine, on a battu TF1. Ah oui. Ah oui. Puis à l'époque, c'était pas contre-sang. Ouais, d'accord. Benjamin m'en veut encore aujourd'hui, mais alors, voilà. Tu parlais de conviction même sur Pékin tout à l'heure. Le podcast ici s'appelle Panache. Il y a eu des moments où un peu seul contre tous, t'as dit si, là, faut me suivre, faites-moi confiance pour vendre des formats, les proposer justement. Tu sais, c'est des moments de solitude, on va pas se mentir. Être producteur, ça veut dire avoir des convictions. Alors tu peux te planter, il n'y a pas que des succès. On en a eu, voilà. Mais quand tu es convaincu... quand tu es un peu aussi légitime, parce que aussi il y a de ça, on va pas se mentir, tu sais produire, tu sais que tu peux produire, et tu es convaincu que ces formats vont fonctionner. Le dîner en est un très bon exemple, j'en citerai un autre en démol après. Oui, en fait, il faut y aller, même si tout le monde te dit mais ça marchera pas, machin, tout ça, c'est pas le bon public et tout. Faut y aller, faut vendre, faut expliquer pourquoi en fait tu présentes ce programme, quelles sont les valeurs de ce programme, comment tu le vois en fait, pour convaincre effectivement en fait le diffuseur, l'éditeur en fait de la puissance du programme. C'est pas facile, hein. Évidemment que c'est pas facile. Parce que tu engages des millions d'euros à chaque fois derrière toi. Là. J'engage la marque, c'est-à-dire aussi la société pour qui tu travailles. J'engage effectivement l'argent. Tu imagines si ça marche pas, effectivement, concrètement, parce que les pubs, ça s'écroule et donc tu peux être déprogrammé. Là, c'est une catastrophe. J'engage les équipes. Ça nous est arrivé d'arrêter un programme en plein milieu, qui s'appelle Carivip. Et là, je peux te dire que c'était compliqué pour moi, concrètement. Et donc, effectivement, ta force de conviction, il faut vraiment que tu l'aies. Pour après avoir les équipes et les talents pour les fabriquer, parce que tu n'es pas tout seul. Jamais tu as le côté, évidemment, vendre, expliquer, mais il faut que tu aies les talents derrière, puis il faut que tu aies les talents devant. C'est tout ça un producteur, c'est savoir vendre, c'est bien s'entourer, c'est convaincre, c'est donner l'énergie. C'est compliqué à définir un producteur, qu'est-ce que c'est ? Écoute, à chaque fois on me pose cette question, c'est quoi un producteur à la télévision ? Parce que c'est pas la même chose effectivement en télé qu'au cinéma. Au cinéma, on a l'impression toujours de la même image, le cigare, le mec en fait qui a beaucoup d'argent, etc., etc. Bon, à la télé, c'est pas du tout la même chose, surtout sur les programmes de flux en fait. Effectivement, il faut avoir des convictions. Effectivement, il faut les présenter, il faut avoir de l'argument, et évidemment solide. Et surtout, moi, on me demande souvent quel est mon travail en termes de producteur. Et je donne cette image qui, je crois, rassemble en fait tout ce que je pense. C'est celle d'un chef d'orchestre. J'ai une partition, l'émission. J'ai une partition donc, qui est très bien écrite normalement et qui donc donne la vision en fait, sur laquelle on va aller. Je vais engager des talents, encore une fois, devant et derrière. Alors, dans l'orchestre, effectivement, ça va être en fait l'ensemble de l'orchestre. Mais la manière dont on va faire la partition ne va pas être la même. Le premier violon de l'Opéra de Paris, ce n'est pas le même que Marseille. Et donc, pourtant, c'est les mêmes notes. Pourtant, c'est la même partition. Mais c'est la manière dont tu vas en fait, l'interpréter qui va être différent. Et c'est ça la force du producteur. Pour moi, c'est une définition. On est ensemble parce que tu n'es jamais seul. Et donc, c'est ce que tu vas donner, ce que tu vas pousser, ce que tu vas pouvoir donner comme énergie pour avoir la meilleure émission.
Et avec cette capacité, comme un journaliste, de trouver le bon angle selon l'audience aussi, parce que sur la même mécanique, tu peux raconter l'histoire de plusieurs façons. Il faut l'avoir en tête tout le temps. Ça demande, je pense, une super connaissance de la société, des gens, etc. C'est très important ce que tu dis. Je le dis souvent aux étudiants d'abord. Quelle est la cible en fait? Quelle est l'audience en fait? Qui on veut viser à ce moment-là? Donc il faut que tu connaisses un peu la chaîne sur laquelle aussi tu vends. Tu ne peux pas vendre de la même manière à TF1, à M6, à France Télé. C'est faux. Ouais. Il faut savoir en fait quelle audience, ou sur les plateformes, ou sur les réseaux, c'est encore plus vaste. Donc déjà, à qui tu t'adresses, comment tu t'adresses et qui tu t'adresses. Ça, c'est super important en fait d'avoir ça en tête pour justement au moment des ingrédients que tu veux mettre en place sur cette émission, pour être toujours en adéquation avec ton public. Ça, c'est le premier point qui nous permet en fait déjà d'avoir un axe. Et effectivement d'avoir une mécanique qui soit claire, qu'on veut donner en fait aux téléspectateurs pour comprendre. Et ensuite, en fait, c'est le principe du storytelling en général. Tu vois, les films sont toujours basés sur les mêmes bases. Hein, c'est effectivement, tu as l'introduction, tu as qui, que, quoi, dont, où, les 5 W, en fait, qu'on utilise aux journalistes, qu'on utilise aussi de la même manière, en fait, en termes de storyteller, en fait. Tu as effectivement la problématique et puis la résolution. C'est toujours 3 phases en fait très claires sur lesquelles en fait toi aussi tu dois donner en fait aux téléspectateurs cela pour qu'ils puissent avoir ses repères aussi. Donc c'est ça que tu appliques aussi. Avant de clôturer ton passage M6, évidemment qu'on fait que survoler, parce qu'on ne pourrait pas résumer tout ça. Est-ce que tu peux me parler du Bachelor? Tu as travaillé dessus aussi, parce que moi j'aime beaucoup, tu me l'avais raconté. Dans quel contexte c'est arrivé? Qu'est-ce qui a déclenché aussi tout ça? C'est intéressant. Là aussi, tu soulèves un autre point, parce que tu l'as dit, il faut être dans la société. Dans la société, ça veut dire en fait voir ce qu'il y a autour de toi. Tu n'es jamais isolé. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Je disais en fait, sur Pékin, en fait, c'était le moment où en fait, il y avait les billets d'avion qui étaient moins chers. Eh bien, le Bachelor, en fait, c'est la même chose. Pareil, avec Louis-Alexis Gemini, en fait, on s'est aperçu tout autour de nous, par rapport aux gens qui travaillent avec nous, on a beaucoup de jeunes femmes, en fait, surtout dans ce métier, dans la production, qui passaient beaucoup de temps à midi, en fait, sur Mythique, qui venait d'exploser, pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc on est dans une période où effectivement, y a un truc qui se passe, Mythique, c'est quoi ce truc-là, comment, pourquoi, etc., etc. Et puis on a un format américain, complètement américain en fait dans l'écriture, qui s'appelle le Bachelor. Alors le pitch, évidemment, il est compliqué parce que je le raconte aujourd'hui, je pourrais plus le refaire, hein, pour être très clair. Ouais. Il passerait plus aujourd'hui là. Non, il passerait plus du tout dans cette catégorie-là. Un homme plutôt beau, riche en fait, voilà, et 25 jeunes femmes en face de lui. Tu imagines, ça fait harem, c'est compliqué, etc., etc. Mais à l'époque, en fait, c'était exactement en fait dans les mêmes situations dans lesquelles en fait Mythique se retrouvait. Hein, d'ailleurs, il y avait un homme pour 3 femmes, je crois, les sondages, et on se dit mais c'est le moment de présenter en fait cela, parce qu'en fait c'est le mythe du prince charmant. Donc on est en adéquation, le fameux alignement des planètes, en fait, concrètement, de dire c'est comme ça qu'il faut le faire. Et on l'a présenté comme ça. Effectivement, on était au sein d'M6, mais en disant c'est le moment ou jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été un méga carton. Ah oui, bien sûr. C'est évident le carton. Puis, comme tu l'as compris, moi, j'aime bien mettre en place. J'en fais 2, 3. Bon, à part les secrètes, j'en ai fait un peu plus. Mais... Et puis après, il faut que ça vive tout seul, en fait, les marques. C'est ça. Et ça a démarré tout de suite. Ça fait des scores aussi de folie, en fait, concrètement. Et puis voilà, c'est parti dans l'aventure. Je te propose un saut dans le temps. On clôture M6. Ton arrivée chez Endemol, comment ça se passe? Est-ce que tu es à l'époque... Quel âge tu as d'ailleurs vers la fin de tes années M6? C'est compliqué de se retracer dans le temps comme ça. Hein. Écoute, je suis arrivé en fait, là les dates en fait, je suis en 2008 en fait. Chez Endemol, ton arrivée? Mon arrivée c'est 2008 à Endemol, j'en suis sûr effectivement. J'avais fait 3 Pékin Express, on avait lancé en fait le dîner qui cartonnait en fait. Et puis voilà, quand tu es depuis longtemps dans une maison, c'est bien de bouger. Bien sûr. Et j'ai eu l'opportunité de prendre... tu as été débauché, tu as été chassé comme on dit, alors dans le bon sens pour le coup. Par M6. Non, enfin c'était non pas par M6, par Endemol. En fait, c'était une conjoncture où Stéphane Courby en fait partait en fait créer Ben J en fait à l'époque, était suivi quelques temps après avec Alexia Laroche-Joubert qui dirigeait en fait le pôle télé-réalité en fait d'Endemol, qui était un pôle très très fort, tu imagines. Et puis il y avait une place à prendre. Virginie Calmès avait pris la présidence, la gouvernance en fait, qui était numéro 2 à l'époque d'Endemol. Et elle cherchait quelqu'un, elle est venue me chercher. Pour être très clair aussi, en disant voilà, on est en plein Secret Story 2 à l'époque. Est-ce que vous voulez prendre le poste en fait de directeur de la télé-réalité, docu-réalité, puisque c'était mon poste.
Et c'était le bon moment pour moi de bouger aussi, pour aller connaître d'autres choses, d'autres méthodos, etc., etc. Et j'ai dit oui. Donc j'ai débarqué en fait sur Secret Story 2. Et 2 semaines après, ce qui n'est jamais arrivé, j'ai produit la Starac pour TF1. Alors en démol, donc tu nous parles de la Star Academy, qui est peut-être la plus grande émission de divertissement, de talent show de la télé française de l'histoire. Certainement qu'il n'y en aura plus jamais à un tel niveau de production. C'est quoi pour toi l'aventure Starac ? Alors d'abord, l'aventure en démol, c'est que je passe quand même chez mes ennemis à la base, puisqu'à l'époque, on était très, 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 très en froid entre M6 et en démol, donc il faut le savoir, parce qu'ils étaient partis à TF1 surtout. Donc moi, ça me fait très bizarre de devenir le patron en fait, de la télé-réalité, comme si j'allais chez mes ennemis. C'est un peu particulier quand même l'histoire, mais je savais que c'était un challenge pour moi, parce que justement, comme les talents étaient partis, de relever ce talent-là et d'être aussi, alors au début de la marque Secret Story, et puis c'était pas évident par rapport à Starac, parce qu'il y a eu un changement radical quand j'arrive, que je n'ai pas, en fait, que j'ai subi, qui a été, on a lâché le château. Donc c'était très compliqué, parce que pour moi, de prendre la production en fait, directement, en enlevant pour moi un élément capital qui était le château, vraiment, puisqu'on était dans le Marais, en fait, on faisait le fame à la française, j'en étais très triste, parce que c'était un élément qui était indispensable dans la manière dont les élèves travaillaient. Tu vois, c'est un personnage de l'histoire, le château. La preuve en est. Ouais. La preuve en est. C'est qu'ils ont repris le château et que c'est devenu aussi de nouveau la Starac qu'on connaît. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, que ceux qui ont découvert, ça fait partie du personnage. C'est un persona, au même titre que les élèves, au même titre que les profs, au même titre que le reste. Est-ce que tu arrives en territoire hostile, du coup, chez Endemol ? Les équipes en place, elles te voient comment ? Est-ce qu'on te met des bâtons dans les roues ? Non, pas directement. En fait, on va dire que déjà, en fait, les équipes existantes, en fait, il y en a qui sont parties, évidemment, avec le départ aussi d'Alexia, etc., etc. C'était évident. De toute façon, dès qu'il y a un changement, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Ce qui était bien, c'est toujours dans ce métier, en fait, c'est que, au moins, c'est quelqu'un de légitime. C'est-à-dire que j'arrivais à ce poste-là, je savais produire, j'avais des succès. C'était le mec, en fait, en plus, qui avait explosé en démol avec le dîner presque parfait. Donc, voilà. Bon, on m'accueillait pas les bras ouverts, on va pas se mentir, mais j'avais une écoute et j'avais une légitimité. T'avais pas ce problème de légitimité qui est déterminant Non, et c'est pour ça que j'avais dit aux équipes, d'ailleurs, il faut qu'on avance ensemble. Et je comprends très bien que vous ne vouliez pas être avec moi pour des questions historiques, parce que tu es attaché, évidemment. Attaché aux gens, attaché à la marque, etc., etc. Écoute, il y a eu quelques départs, mais... non, on est parti, puis on était déjà dans le mouvement. Comme je te dis, je suis arrivé sur la fin d'un Secret Story 2. 15 jours après, on était sur la Starac. On enchaînait, on voulait refaire en fait aussi la ferme, ce qui a été fait plus tard. Donc tu vois, on était dans une énergie de dire Endemol n'est pas morte, elle va continuer. Il y avait encore le contrat cadre avec TF1 toujours, qui vous garantissait non seulement un volume horaire, mais aussi un certain confort dans le chiffre d'affaires qui a été perdu après. Donc tu arrives vraiment dans un moment où c'est hyper favorable aussi. Alors favorable, non, il y a beaucoup d'interrogations en fait par rapport à TF1 parce que eux, en fait, historiquement, les gens qui connaissent s'en vont pour faire en fait Benny J. Donc ils se posent la question, ils disent est-ce qu'ils vont savoir le faire ? Ok. Donc c'est une interrogation aussi, et je les comprends. C'est une interrogation. Bon après, on l'a fait, donc ça les a rassurés. On a continué. Secret Story 2 était un gros succès. Starac, en fait, c'était la fin. On le savait déjà que la marque était un peu usée, c'était sûr. Mais on a réenchaîné sur un Secret Story 3 qui a mieux fonctionné même que le 3, que le 2, et le 4, etc., etc. Et puis on est parti déjà dans d'autres mises en place, quoi. Ton plus beau souvenir chez Endemol, est-ce que c'est sur une télé-réalité, quelque chose de très puissant comme un Secret ou un Starac, ou c'est d'avoir pu lancer aussi des nouvelles marques ? Il y a eu des formats comme Patron Incognito, on en parle moins, mais qui est une très très jolie marque aussi. Bah écoute, tu sais, quand on est à la gouvernance, on veut marquer un peu son territoire, on va pas se mentir. C'est comme le président qui veut faire son musée, tout ça. Toi, c'était quoi ton œuvre alors du coup ? Non, enfin, je veux dire, effectivement, voilà, Secret, c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est Alexia, mais je crois que j'ai assez porté Secret, effectivement, en termes de développement, avec toute une équipe, effectivement. Starac, c'est pareil, c'était pas mon format. La ferme, c'était pas mon format. Il te fallait ta signature. C'était pas une question qu'il me fallait, c'est qu'il y a, tu sais, t'as des convictions. Et il y avait ce format Undercover Boss, en fait, qu'on avait vu avec Virginie Calmès, effectivement, et Catherine Comte. Et c'était, en fait, un genre sur lequel personne n'allait, les patrons. T'imagines, en France, les patrons.
Mais j'y croyais à fond. Alors, adapter le format, parce qu'à l'américaine, c'est pas possible. Le côté chaud, tout ça. Mais je savais la puissance du format. Et on a travaillé vraiment sur ce format pour qu'il soit adapté en France, pour qu'il soit en fait potentiellement diffusable. On a vu TF1 parce qu'on avait un contrat qui n'y croyait pas. Et on a vu M6. Et on a vu M6 en leur racontant le format qu'on voulait faire. Et M6, en fait, pareil, était à dire... Bon, ça va être dur, il n'y a aucun patron qui va accepter, on vous commande 4 quand même. Et donc la gageure, en fait, c'est déjà trouver les patrons qui acceptent, parce que c'est pas évident, dans un nouveau domaine. Ça, j'étais content, en fait, si tu veux aussi, d'amener, là, quand tu dis ma patte, en fait, sur un nouveau domaine, en fait, qui est patron incognito. Donc j'ai mouillé la chemise aussi, j'y suis allé, j'allais voir les patrons, Catherine Comte aussi, Virginie Calmès aussi, pour convaincre les patrons, en fait, de le faire, de nous faire confiance, et en tant que patron, parce qu'on sait ce que c'est, et en tant que producteur. Et ça a été un super moment, puisqu'en fait, c'est un format qui existe toujours aujourd'hui. Qui continue à être diffusé, qui continue à faire des audiences, en fait, comme Pékin et autres, et qui, voilà, moi, un peu mon bébé, comme d'autres, en fait, que je viens d'évoquer, qui ont emmené, en fait, aussi la télé vers autre chose, quoi. Parce que l'entreprise, en France, c'est compliqué. Moi, j'ai été... quelques années plus tard, j'ai assisté au désastre de l'adaptation de The Apprentice quand je gérais la com dans Endemol. Et Endemol, mes 10 ans avant de The Apprentice, en disant à M6, si regardez Patron Incognito, ça marche, c'est de l'entreprise. Alors qu'en fait, c'est tout sauf de l'entreprise, Patron. Mais The Apprentice, donc l'adaptation avec Donald Trump aux États-Unis qui arrive en France, c'est un flop pas possible parce que l'entreprise, ce sujet-là, dès que tu parles de business, d'argent en France, ça ne peut pas marcher. Et vous arrivez quand même à le vendre à M6, donc Patron Incognito. C'était quoi l'argument? Qu'est-ce qu'a fait le... Il y avait 3 arguments qui étaient très clairs. D'abord, c'était de dire, là, on ne valorise pas un patron. En fait, on valorise en fait, justement ceux qui ne sont pas patrons. Pourquoi? Là aussi, en termes de vente, tu me disais tout à l'heure, en fait, comment en fait, on l'a présenté et comment on l'a vendu et comment je l'ai vendu aussi. C'était en partant d'un véritable constat. Moi, j'ai un Carrefour à côté de chez moi. Je voyais la caissière, il n'y avait pas les trucs électroniques aujourd'hui où c'est toi qui fais tout. Non, il y a une caissière, et puis elle râlait en disant, tiens, j'aimerais bien que mon patron il prenne ma place. D'accord. Et c'est comme ça que je l'ai présenté, en disant, tout le monde a rêvé cela, que mon patron prenne ma place pour qu'il comprenne ce que je fais, parce qu'il ne comprend pas. Et c'est vrai, c'est la base des patrons incognito. C'est pas je me grime et je vais m'amuser à prendre la place. C'est que je vais faire et je vais voir en fait si les process que j'ai mis en place sont effectivement en adéquation avec en fait la vérité. Le premier patron, c'est Jean-Claude Puerto, c'est Ucar. Il me fait confiance, c'est assez fou d'ailleurs, en disant ok, mais on triche pas du tout. Et le premier jour, en fait, il est à Lille, je ferai toute ma vie, il est à Lille et il y a la femme de ménage de l'agence en fait qui dit bon bah tu vas commencer par nettoyer les chiottes, puisqu'en fait c'était ça en fait le but, c'était voilà donc voilà et puis arrive le responsable d'agence qui ne sont pas au courant, ils savent qu'on tourne, effectivement, c'est quelqu'un en réinsertion, voilà, évidemment, c'est le thème. Et puis, en plus, on commence à avoir très très peur, parce qu'on s'aperçoit, en fait, que sur le guichet, en fait, il y a la tête de Jean-Claude Puerto sur le dépliant derrière. Bon, bref, ça passe, et puis d'un seul coup, en fait, il dit, bon, bah, tu vas nettoyer les voitures. Et là, tu vois Jean-Claude qui nettoie les voitures, en fait, et qui s'aperçoit que les équipements qui sont commandés ne sont pas en adéquation. D'accord. Pour nettoyer les voitures. Alors, ils sont en adéquation pour le vent, mais pas pour l'eau. Ok. Et ils s'aperçoivent bêtement d'un truc où ils ont pris des décisions avec une erreur de ne pas avoir pris en compte, en fait, cela. Tu vois. Souvent. Et on est là. On est au cœur, en fait, de dire, bah, je peux prendre des décisions de ma tour d'ivoire. Faut pas oublier qu'on est après 2008, c'est la crise, etc., que les patrons sont des salauds. Oui, mais il y a des patrons qui ne le sont pas et qui comprennent. Donc, sur ces arguments-là, qu'on a construit, en fait, effectivement, patron incognito, en disant... Voilà, on va montrer ce qu'il y a derrière. Tu vois, c'est pas la même chose. Et on arrive encore une fois au bon moment. Ouais. Peut-être que 6 ans avant, 4 ans après, on était trop tard. C'est le cas des Apprentice. Ouais. Ils sont arrivés trop tard. Et puis il y a un problème d'incarnant. Et ça, c'est pas moi qui l'ai produit, donc je ne rentrerai pas dedans. Ah oui, c'est un format qui a été compliqué du début à la fin, effectivement. On parle beaucoup de tes succès. Il y a eu aussi, tu en parlais tout à l'heure, hein, des flops, des désastres même industriels, genre Carré VIP. Hein, je crois que tu l'as mentionné. Je l'ai mentionné, oui. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, Carré VIP? L'aliment des planètes. On en parle souvent. On en parle souvent. Non, c'était effectivement trop tôt d'utiliser déjà l'idée de base. On va revenir sur l'idée de base parce que peu de gens l'ont vu, c'est le cas de le dire, parce qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté un 1er avril, je l'ai trouvé toute ma vie, c'était pas drôle du tout.
d'utiliser et de reprendre en fait des candidats qui avaient fait en fait des émissions d'enfermement ou autres, et de les mettre ensemble dans une maison. Le concept, il est là. Parce que ça nous rappelle un pitch d'une émission qui arrive un peu plus tard après. Et ben ouais. Et ben, tu vois, l'alignement des planètes, en fait, concrètement, elle est là. Et donc, on le met en place, donc avec des vraies personnalités. Hein. Il y avait Fida Turner, il y avait les gagnants en fait des uns des autres. Bref, c'était un ensemble, mais toi, ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais non, ça suffit pas. On s'est gouré là-dessus. On s'est carrément gouré. On était même trop tôt par rapport à ça, parce que on les avait aimés en tant que candidats, mais tous ensemble, en fait, d'un seul coup, il y avait un jeu d'ego qui était aussi compliqué en termes d'image. Ils en faisaient trop. Le contexte aussi de nouveau les enfermer avec une super baraque, double carré VIP, avec des super piscines. On l'avait mis le paquet. Hein. C'était waouh, avec évidemment être been ou être has-been, c'est le cas de le dire. En fait, les Français n'ont pas du tout apprécié ça. Et les anges de la télé-réalité, parce que c'est à peu près ça, cartonnent quelques années plus tard, parce que ça y est, c'est le bon moment. Évidemment, il y a des réglages, ils ont affiné un peu la mécanique, mais parce que c'est la même chose en vrai. Oui, et bien figure-toi aussi qu'on l'avait proposé à TMC à l'époque. D'accord. En fait, on avait proposé en fait, se servant un peu de nos candidats, hein, et qui donc étaient souvent ensemble d'ailleurs, hein, concrètement, de faire un autre format. L'idée forte, en fait, il faut qu'il y ait un sens à tout ça. Et l'idée des anges, c'était de reprendre nos candidats, parce que c'est ça, et de leur donner des missions effectivement spécifiques pour des actions. Ouais. C'est ça qui était en fait la pierre angulaire en fait du succès qu'il y a eu en fait là-dessus. D'accord. C'était ça. Okay. Donc les années Endemol sont couronnées de succès. Alors, faut savoir, moi quand je suis arrivé chez Endemol pour lancer le service com, donc c'est en 2013, et quand on me dit tu vas rencontrer Philippe Stoltz, je suis comme ça. Je suis tout jeune, tout ça, et tu as des étages entiers de gens qui bossent pour toi. J'avais un étage entier. C'est un truc de fou, et le nombre d'heures de programme, etc. Donc tu es reconnu, t'as des émissions qui cartonnent, tu as un pouvoir assez dingue, hein, tu es au comité exécutif d'Endemol, etc. Je suis au CODIR et au COMEX, ouais. C'est ça, et donc c'est très très puissant, et puis tu décides quand même à un moment de quitter Endemol, parce qu'il y a un turnover, tu arrives peut-être à la fin d'un cycle, et tu ouvres le chapitre H2O, donc avec Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, etc. Comment tu entreprends ce virage-là? C'est une prise de risque aussi déjà pour toi? Alors c'est une grosse prise de risque, parce que j'aurais très bien pu continuer chez Endemol. On avait toujours des beaux projets, des belles choses, Secret marchait très bien, etc., etc. Mais encore une fois, en France, on t'enferme tout de suite dans un genre. Et donc j'étais devenu... même petite que d'autres, monsieur télé-réalité, même petite, effectivement qu'on donne des étiquettes, tu vois. Et moi, j'avais besoin d'un nouveau challenge, en fait. Là, on est en 2013, ce que tu me poses la question, en fait. Ouais. Je pense que voilà, j'ai fait le tour un peu en fait des formats. Je suis très content en plus de partir à chaque fois sur des succès. Hein, M6, c'est le dîner, là, c'est Patron Incognito. J'ai besoin d'un nouveau challenge, et puis j'ai besoin aussi de revenir à mes premiers amours, en fait, le divertissement pur, en fait, en tant que tel. Et eh bien... il y a un troublion, en fait, qui s'appelle Cyril Hanouna, qui avait une émission en hebdo, on oublie ça à l'époque, c'était en hebdo sur France 4, qui donc marche plutôt bien, il y a des audiences qui sont plutôt pas mal, en plus on parle de télé, donc c'est pas toujours évident, c'est pas une émission originale en tant que telle, mais il y a une écriture nouvelle, il y a l'incarnant, en fait, aussi, et je suis contacté, en fait, pour m'occuper, prendre un risque majeur de H2O, donc on passait, en fait, de l'hebdo, en fait, à la quotidienne, en fait, sur D8 à l'époque. Ouais. Et c'était un risque quand même. Alors, la quotidienne, bon, j'en ai fait des heures et des heures, puisque effectivement, Secret, Starac, tout ça, c'est mais pas en talk. Mais pas en talk. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que non seulement je revenais au divertissement, et non seulement je revenais au journalisme aussi. Donc en fait, si tu veux, ça regroupait en fait aussi deux savoirs que je voulais remettre aussi de nouveau en fait en avant, et puis développer un talent. Et pas seulement un talent. Des talents autour de la table, c'est ça aussi qui m'a excité. Et puis tu arrives, tu es plus seulement directeur des productions, ou tu es directeur général d'H2O, c'est ça, hein? Oui, je suis directeur général d'H2O, et je suis président même en fait de H2O. De la société de prod, etc. Oui, parce qu'il y avait, j'ai développé 5 sociétés, on a fini avec 9 sociétés d'ailleurs.
D'accord. Donc tes PMP arrivent donc en quotidienne, tu es à la production, il y a des enjeux d'audience, il y a des objectifs fixés par D8 à l'époque et ensuite C8, où tu y vas sans trop de pression, même si évidemment on a toujours beaucoup de pression. Non, il y a des pressions parce qu'on n'est pas on est les challengers, quoi. On n'est pas ceux, les outsiders, pardon. On n'est pas ceux sur qui on mise par rapport à cette chaîne, en l'occurrence, c'était Ferrari à l'époque, qui était vraiment mise en avant. D'accord. Ils prennent un risque en mettant en quotidienne tes PMP qui fonctionnent en hebdo, mais c'est pas parce que tu fonctionnes en hebdo que tu vas fonctionner en quotidienne. Puis ça vient de France 4 à D8. Donc on est sur un autre marché. Donc on voit qu'il y a quelque chose, que l'esprit en fait autour de cette table en fait aussi est différent des autres, qu'on s'y amuse, qu'on y apprend des choses. On est dans l'infotainment. Complètement. Concrètement. Et donc oui, en quotidienne, c'est un axe important. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est là où les régies publicitaires rentrent le plus d'argent par rapport en Access Prime Time. Prime Time, Access Prime Time, c'est là où tu rentres de l'argent. Donc il faut que tu rassembles le maximum d'audience par rapport à la cible en fait qui est choisie. Donc il faut que tu sois attractif. Nous on avait une volonté aussi de divertir les gens qui nous regardaient, donc très populaire, et on l'assumait complètement, en fait, concrètement. Et puis voilà, c'est un pari, parce que quand tu te plantes définitivement, quoi. C'est sûr que c'est compliqué, et c'est pas parce que tu fais des trucs un peu drôles que ça fonctionne. Non, il faut qu'il y ait quand même du fond, et que le public s'y retrouve. D'un point de vue éditorial, vous aviez carte blanche avec la chaîne, c'était comment ? Oui, alors ça c'était super, parce qu'en fait, Ara Aprikian et Xavier Gondon, qui sont devenus les patrons de TF1 plus tard, en fait, ont vraiment en fait, fait confiance à l'équipe d'H2O et à Cyril, évidemment. La base était parlons de télé, en fait, comme tu peux en parler quand tu es au café, en fait, j'aime ce programme, j'aime pas ce programme, d'avoir du contenu, de le développer, de l'argumenter, d'avoir autour de la table des personnalités différentes. Et c'est ça qui a fait la force aussi du programme. Et effectivement, avec un incarnant hyper fort qui est Cyril, qui était aussi producteur, parce qu'il savait, c'est pas l'animateur, il était animateur-producteur, c'est super important. Et ils nous ont fait confiance parce que il y a aussi un truc, tu en parlais tout à l'heure, c'est sentir aussi ce qu'il y a autour de toi. Et on a énormément travaillé, on l'oublie ça. Ça, c'est vraiment Cyril qui a eu cette idée tout de suite de travailler avec nos fanzouz, nos fans en fait, de l'époque, qui étaient Facebook, Boobook, et il faut tourner les noms, maintenant on le dit plus, mais c'était ça, et de travailler sur ce que souhaitait voir en fait. Effectivement, nos téléspectateurs. Il a impliqué son audience, sa communauté, puis en plus l'émission était en direct, donc effectivement on le voit souvent sur son téléphone, je suppose qu'il suit aussi les tendances, il doit changer le conducteur, ce qui doit rendre fou les équipes, mais on voit bien que même en direct, il doit changer les contenus. Oui, parce que la force de Cyril, c'est pas un animateur ordinaire. J'en ai rencontré beaucoup des animateurs, on va être clair, c'est qu'il sent les choses. Alors c'est très instinctif, c'est très déstabilisant pour un producteur, pour être très clair avec toi. Parce qu'il peut changer, faire sauter des séquences. Il t'a rendu fou en régie ? Oui, il y a des moments où les cheveux blancs, c'est lui ? Non, c'était avant. Ce que je veux dire, c'est que c'est là qu'est la confiance, en fait, aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est aussi un respect mutuel, c'est aussi de dire je sens les choses à ce moment-là. Il sent parce que aussi, c'est pour ça que c'est en direct aussi, c'est important, c'est l'une des dernières émissions en direct réellement. Par rapport au public qu'il y a aussi, si tu veux, sur ce plateau, il sent les choses. C'est un instinctif. Ouais. Et c'est ça qui est super. Et il faut le suivre là-dessus parce que c'est lui qui mène l'émission. C'est lui qui incarne, mais qui mène l'émission aussi, tu vois. Et ça, c'était nouveau pour moi par rapport à ce qu'on nous apprenait avant, en fait, sur des théories, etc., etc. Là, il faut savoir lâcher prise. Parce que tu sais que c'est pour le bien du format. Parce que tu sais que c'est l'émission qui convient par rapport à ça. Je reviens sur un détail qui n'en est pas un, mais tu passes d'une économie TF1, M6, gros budget, époque en démol, à de la TNT. On est d'accord que tu as beaucoup moins de latitude d'un point de vue budgétaire. Oui, mais moi j'ai appris par M6. Quand on a démarré, on n'avait pas de budget. Donc c'est une école formidable d'apprendre à te débrouiller avec ce que tu as. Ça, vraiment, M6 m'a appris ça. Après, c'était un plaisir de travailler pour Endemol parce qu'il y avait beaucoup de moyens, on va pas se mentir. TF1, c'était de la folie totale. La plus grosse émission en budget, genre une Starac ou une Secret, une tranche, évidemment, tu pourras pas tout nous dire, mais non, je peux pas dire les plus gros. Ça dépend un gros prime, le plus gros prime. Ça dépend des semaines aussi. Que quand tu es sur Starac ou Secret, en fait, c'est un nombre de semaines. On a fait 16 semaines sur Secret, par exemple, jusqu'à 18, je me souviens. C'est des dizaines de millions d'euros d'engagés. C'est des dizaines de millions d'euros, bien sûr. D'accord. Donc je reviens sur tes PMP. C'est une quotidienne. Tu es en access, donc c'est une case avec un enjeu majeur d'un point de vue publicitaire. Tu as de la pression. Tu as un animateur un peu trublion, etc. C'est usant quand tu es en production derrière ? Alors, ce qui est usant, c'est
D'abord, il faut respecter le talent. Ouais. J'ai ce respect pour Cyril. Vraiment, ça, je ne serais pas venu en fait, à H2O parce que, encore une fois, il est dans l'air du temps. Tu vois, on en parle beaucoup. En fait, il correspond à un moment donné à ce qu'on attend. Et je pense que c'est ça la force de Cyril. Donc, après, trouver le bon équilibre entre oui, on change et on va faire. Donc généralement, en fait, on le suivait. Il y a des moments où j'étais pas d'accord. Parfois, il m'a écouté, parfois pas. Mais on a trouvé toujours un équilibre, en tout cas pendant la période où j'étais ces 5 ans en fait à H2O. Et c'est surtout de ne pas trop fatiguer les équipes parce que, comme tu l'as dit, en quotidienne, il y a beaucoup de monde derrière. Changer les choses, trouver une nouvelle animation, faire venir un éléphant ou un lama, en fait, c'est pas la même chose en quelques heures. Donc que effectivement une émission réglée, etc. Donc oui, il faut être malin. Il faut en fait voir si la justification apporte quelque chose à l'émission. Pas seulement de dire on va se faire plaisir, on va prendre un lama. Tu vois. T'as peu de temps pour décider sur une quotidienne en direct. On a très peu de temps. 9h, on fait une réunion tous ensemble, à l'époque c'était ça, où on définit les sujets, comment, pourquoi, quelle émission on va parler. On finit vers 10h, 10h30, chacun répartit en fait, les sujets qu'il a à faire. Par rapport au happening, pour être très concret, là aussi ça te laisse peu de temps, donc il faut trouver. Donc effectivement les équipes ont ce talent d'avoir aussi des réseaux, des gens en fait, qui vont chercher on va dire, ce que tu as besoin. Et il faut être, quoi qu'il arrive, c'est ça la magie en fait, aussi de la télé, c'est du travail, la ténacité, tu connais mes mots, du talent, et pour, quoi qu'il arrive, à 18h, être là. Voilà. C'est contrairement à quand tu vas au garagiste, ta voiture, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Nous aussi, il faut que ce soit prêt. Tu n'as pas le choix. Parce que le téléspectateur, lui, il est là, il t'attend. Ta période H2O, elle coïncide également avec le lancement, en tout cas des tentatives d'autres formats. Et d'ailleurs, on en voit un peu moins en ce moment. Donc, ils ont Face à Baba, mais vous avez eu L'œuf ou la poule. Vous avez essayé de lancer des quotidiennes avec d'autres talents. Je crois que c'était Nora Malagré, Camille Combal. Derrière le poste avec Nora Malagré, Camille Combal, effectivement. Tu es à l'initiative aussi de ces tentatives-là? Pour moi, c'était, comme je te l'ai dit, en fait, c'était aussi donc l'incarnant fort qui était Cyril, mais je ne suis pas venu que pour Cyril. Je suis venu justement pour mettre en place, en fait, autour de la table, en fait, les talents qui me semblait intéressant, et on avait cette capacité-là de le faire avec le groupe Canal, avec aussi Xavier et Ara, en fait, à Priquian, d'essayer des nouveaux talents, d'essayer des nouveaux primes qui correspondaient en fait aux uns et aux autres. Et c'était passionnant. Donc effectivement, l'une des choses par rapport à Cyril, moi je l'ai sorti de TPMP, on a fait L'œuf et la poule, qui a cartonné en fait aussi dès le début. On a lancé aussi Estelle Denis avec Touche pas à mon sport. Ah oui. On a mis derrière le poste en fait avec Nora Malagré sur la télé, qui était quand même aussi t'as un ADN quand t'es une société de production en fait. Camille Combal qu'on a travaillé avec mon frère et tout ce qu'il y avait tout autour en fait en termes de déguisement. Bertrand Chameroy, le journal de Bertrand Chameroy, tu vois. On a eu aussi d'autres émissions avec Maxime Guény. Enfin bon, voilà, on a essayé de. Tout le monde ne pouvait pas faire en fait les émissions, mais tout autour de la table, on avait ces compétences-là, autant les faire. Ouais, ça faisait un peu laboratoire, vous avez tenté plein de trucs, plein de formats. L'idée, c'est aussi de t'amuser, de faire émerger des nouveaux talents autour de ça. Oui, et puis on avait la capacité de le faire. Je trouvais un peu M6, si tu veux, avec une bonne idée en termes de développement, quand on prouvait qu'effectivement, on avait quelque chose, qu'on pouvait le développer, qu'on avait le bon incarnant, évidemment qu'on savait faire. Ensuite, tu quittes H2O, fin de cycle pour toi, et depuis quelques années, tu découvres, ou pas d'ailleurs, mais ça tu vas nous en parler, un autre pan de l'audiovisuel. Tu travailles beaucoup sur du corporate, parce qu'il y a aussi des gros budgets qui se font de ce côté-là, avec deux entreprises. Tu vas nous expliquer si c'est une façon complètement opposée de travailler, de produire, de voir les choses, et puis il y a toute la transmission. Tu es aujourd'hui responsable d'un master dans l'audiovisuel. Je suis co-responsable. Tu interviens de plus en plus et puis tu fais du consulting aussi à l'étranger. Ton ambition, c'est aussi ça, c'est je ne vais pas dire de passer le relais ou le témoin, mais toujours avec cette logique de talent, c'est de partager un peu plus ton savoir de plus en plus. Et j'avais, je pense, effectivement donné pour H2O voilà, tout ce que je pouvais donner. C'était bien d'avoir un cycle, tu le dis, on ferme des cycles. J'ai l'opportunité aussi de travailler sur une nouvelle chaîne en Belgique, effectivement LN24, qui est une chaîne d'info 24/24. C'était super passionnant aussi de voir comment on pouvait traiter ça. Et sur la partie, en fait, pareil, c'est d'un seul coup, on m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas, en fait, on va créer un nouveau MBA, communication, production audiovisuelle, tu voudrais pas justement expliquer ce qu'est le métier de producteur, le contenu, etc., d'expliquer le storytelling, d'expliquer, en fait, ce que tu fais. Et j'ai dit oui, parce que c'était une évidence totale dans la continuité, si tu veux, de mon travail.
bah là, de créer l'étincelle, peut-être, par rapport en fait à tous les étudiants que tu connais bien, puisqu'on partage cela, de leur transmettre en fait ce que tu sais. Donc déjà, pour moi, c'est une continuité. C'est pas un arrêt, c'est une continuité vers quelque chose déjà. T'as toujours su que tu voulais transmettre, que t'allais transmettre? Oui, Moi, oui. Moi, je vais te partager, c'est une anecdote, mais du coup, tu es dans l'histoire que je vais raconter. Donc, mais quand j'ai quitté Endemol, donc j'étais DIRCOM d'Endemol de 2013 à 2017, quand je quitte Endemol, donc mi-2017, je crée les audiences consolidées, je sais pas trop ce que je veux faire. Et toi et moi, je pense, on avait dû se parler vraiment 2-3 fois, pas plus que ça. Et je sais pas, naturellement, je te demandais ton avis et tu me répondais. Et je me disais quand même quelqu'un de ce niveau-là. Et je voyais un regard bienveillant et je voyais que tu t'intéressais. J'écrivais mes premières chroniques, tu me faisais des retours. Quand je suis sollicité pour faire de l'antenne aussi sur CNews, je t'ai demandé ton avis à toi et à une autre personne, et tu me répondais, et tu me donnais ton avis. J'ai dit, putain, mais il est bienveillant, il prend du temps pour me répondre, et donc j'ai trouvé ça assez évident quand tu m'as dit un jour que tu allais enseigner, etc. J'ai l'impression que tu as toujours eu ce fil-là aussi. Je pense que être égoïste n'amène rien dans la vie, on va être très clair. Encore une fois, je te l'ai dit, la production, c'est un travail d'équipe. Et que et c'est pas de côté des magots, c'est que j'ai toujours fait ça naturellement en disant si je peux en tout cas donner un avis ou un conseil, c'est complètement en adéquation avec ce qu'on fait en fait aussi. Tu vois, on est là pour un public, je suis pas là pour me faire plaisir, je suis là pour donner. Et le fait, effectivement, ça prend du temps, on va pas se mentir, effectivement, mais je pense que c'est bien d'avoir un regard extérieur. Tu vois, il y a des moments, moi j'aurais bien voulu avoir cela, ça m'a manqué à des moments donnés, vraiment, tu parlais de la solitude du producteur, elle existe, et que je pense que c'est important quand on aime les gens, en tout cas, de prendre ce temps-là pour donner un avis, peut-être donner effectivement la manière différemment en fait, d'aborder les choses. C'est ce qu'on a fait, tu m'avais invité, je me souviens très bien, en fait, à une masterclass, en fait, quand j'étais... Moi je débutais dans l'enseignement. Tu étais au début, on a partagé ça. Et puis c'est révélé que moi-même j'ai fait la suite. Enfin bon, voilà, c'est ça aussi la vie, c'est là dans la construction aussi. Alors donc en ce moment tu es dans la production, donc il y a toujours de la télé sur certains formats, tu as des consultings à l'étranger, puis tu as le corporate. J'aimerais en parler parce que c'est une branche de l'audiovisuel qui est peut-être pas la plus sexy, mais dans laquelle il se passe plein de choses, où il y a de la liberté, il y a de l'argent. C'est quoi l'audiovisuel dans le corporate pour un producteur comme toi ? Écoute, déjà, il y a un constat. Les médias sont devenus des marques et les médias savent produire et vice-versa. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques sont devenues des médias et des médias sont devenus des marques. Donc, pour moi, c'est le même métier en termes de qu'est-ce que je communique et à qui je communique. Là, encore une fois, on est sur quelle cible, en fait, on veut travailler. Le digital et l'explosion, tu parlais de la TNT, 2005, super. Mais en fait, bon, après, maintenant, il y a l'explosion du digital, des réseaux et du reste, en fait, des plateformes qui font que tu produis, tu continues à produire. Alors, tu produis, en fait, pour une autre cible, encore une fois. Et les marques, elles aussi, de plus en plus, utilisent les mêmes codes, entre guillemets, notamment storytelling, on en parlait tout à l'heure, en fait, pour communiquer et pour apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est au même titre qu'un brief, en fait, pour une émission, tiens, qui, où, comment, pourquoi, tu fais la même chose au niveau des marques. Et c'est la même chose, c'est mon métier de faire ça. Ça t'a challengé aussi d'être de ce côté-là ? Oui, parce que la base reste, enfin, il y a deux bases, créateur de contenu, créateur d'émotion. Voilà, comment je me définis aujourd'hui. Et bien, c'est la même chose par rapport, en fait, à une marque. Alors, faut y croire, hein. Si c'est effectivement quelque chose sur lequel on ne croit pas, n'y va pas, ça sert à rien. Mais je fais le même métier. Créateur de contenu, créateur d'émotion, comment je peux amener en fait effectivement dans audiovisuel les deux en fait amener en fait cette marque en fait à amener un message. Oui, bien sûr. Ok. Alors on parle d'inspiration avec ta nouvelle casquette d'enseignant, de co-responsable de SPE. Tu as forcément eu des inspirations aussi toi, peut-être quand tu étais petit garçon, puis même quand tu es devenu un producteur confirmé et aguerri. Déjà avant de parler de tes inspirations, quelles ont été pour toi les qualités fondamentales, en fait, celles qui t'ont vraiment structuré toi en tant que producteur de audiovisuel ? Alors, les qualités, c'est adaptabilité. Je pense qu'en fait, c'est pour moi indispensable. Rigueur aussi. Ça fait partie, effectivement, créativité, évidemment. Ça fait partie aussi des qualités pour moi qui sont essentielles, je pense, par rapport à ce métier.
Peut-être des visions aussi, d'être visionnaire. C'est un mot qui veut tout dire et rien dire d'ailleurs, mais je trouve que c'est important. Voilà, c'est déjà pas mal. Si tu devais créer une super dream team idéale de grands producteurs, créateurs audiovisuels, mais pas des gens de l'audiovisuel justement, quelle qualité tu irais chercher chez des gens tout milieu confondus? C'est une bonne question. Tu sais que la plupart, en fait, aussi des gens ne viennent pas de l'audiovisuel, en fait, à la base, en fait, ne choisissent pas beaucoup. Je vois l'histoire d'M6, il y avait beaucoup de marketing, de gens qui étaient en market, en com, etc., etc. Et c'est la force d'ailleurs d'M6, c'est intéressant, en fait, c'est d'avoir fait ce mélange de gens qui fabriquaient et des gens qui avaient une autre version, en fait. Moi, j'ai appris le marketing et la com par des gens, en fait, qui n'avaient rien à voir avec l'audiovisuel, et on nous a mariés, et moi, je leur ai appris de la production. Et je trouve que c'était une force assez formidable, en fait, de pouvoir apprendre de l'un et de l'autre, tu vois. Ça, c'est intéressant parce que nos étudiants vont être des spécialistes de l'audiovisuel. Ils vont arriver dans les études avec des MBA, etc., audiovisuels, qui n'existaient pas avant. Est-ce que on va perdre, je sais pas, en fraîcheur, spontanéité ou en ouverture, versus effectivement des techniciens peut-être un peu plus confirmés, ils auront peut-être moins le sens de la débrouille, ou tu penses que malgré tout ça va être compensé tout ça? Non, alors je vais être très clair, ou tu l'as ou tu l'as pas, de toute façon. Ouais. C'est même pas une question d'école ou de formatage, ou voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, j'y crois, c'est ou tu crées l'étincelle ou tu le crées pas. Ouais. Et ce qui fera la différence de toute façon avec ces générations qui arrivent, moi je les attends, encore une fois, je leur dis souvent, c'est à vous de continuer et de nous prouver les choses. Nous, on a fait notre travail, à vous d'avancer. C'est le côté, effectivement, voilà, d'aller aussi, surprenez-nous, quoi. Je pense que nous, on a surpris, en tout cas dans ce qu'on a pu faire, dans ce qu'on continue à faire, effectivement. Moi, j'ai jamais aimé être enfermé. Normalement, aujourd'hui, je suis un dirigeant, je suis plus un producteur. Ouais. Or, j'ai toujours gardé les deux casquettes et je me revendique toujours journaliste aussi. C'est ça, en fait, que je pense que par rapport à ce qu'on transmet aux étudiants, c'est allez-y, avancez, sortez du cadre aussi, montrez-nous que. De toute façon, moi, ce que je leur dis aussi, la passion, ça ne s'apprend pas. Non. Moi, dans les cours que je donne, il n'y a pas de cours de culture générale. Si tu n'es pas passionné dès le matin, tu ouvres pas ton smartphone en prenant les dernières infos, l'actu, on ne pourra pas te l'apprendre. Et effectivement, et moi je te rejoins là-dessus, c'est ce que je leur dis, c'est ce qui est formidable avec leur génération, avec les technologies, c'est que c'est des créateurs de contenu. Ils ont un cerveau qui leur permet d'être producteurs, journalistes, communicants, on peut tout faire à partir du storytelling, la façon et tout ça. Mais c'est la passion qui est la clé de tout. Tu nous parles de Solidays, évidemment, il faut absolument qu'on en parle. C'est Luc Baruet, en fait, qui a créé cet événement, la vision musicale, voilà, qui a un sens, en fait, et c'est ça qui est fort. Et moi, je suis responsable des captations, en fait, c'est ça. Des concerts, des captations vidéo, en fait, des 3 plus grosses scènes, en fait, Paris, Bagatelle et le Dôme, en fait. Et donc, je motive et les partenaires prestataires et les protistes, les professionnels gratuits, donc les réalisateurs, les scripts, les techniciens, les cadreurs, etc., à venir chaque année pour les festivaliers, en fait, capter les images que tu retrouves dans les écrans ou que tu retrouves effectivement dans toute la presse pour les journaux télévisés. Et c'est bénévole, encore une fois. C'est la question que j'allais te poser. C'est un engagement bénévole de ta part. C'est complètement bénévole depuis le début, parce que je connais Luc, donc c'est la 25e édition cette année, en fait, de Solidays. Je le connais depuis 30 ans. Que je trouve formidable ce qu'il a fait. Et moi, ça m'a affecté profondément, en fait. C'est la période SIDA, parce que j'étais en plein dedans. J'ai vu beaucoup d'amis partir, mourir, et voilà. Et je trouve que son combat depuis toutes ces années sur Solidarité SIDA est formidable. Moi aussi, à mon niveau, je voulais contribuer. Alors, pas distribuer des rubans rouges, mais effectivement, mon savoir le mettre à disposition de Solidays. Donc, depuis le premier jour que j'y suis. Et surtout de remercier, en fait, tous ces bénévoles-là par rapport à nos festivaliers qui sont là pour s'amuser aussi, pour faire passer aussi un message quand on peut, d'offrir cela, en fait, effectivement, à tous, quoi. Tu peux nous donner les dates du prochain festival ? Alors, Hippodrome de Longchamp, cette année, donc 23, 24, 25 juin, donc on se retrouve là-bas pour faire la fête. D'accord. Quand est-ce qu'un producteur doit s'arrêter d'après toi, parce qu'on ne peut pas être à la page tout le temps, on ne peut pas avoir la même énergie, c'est des métiers fatigants, c'est chronophage aussi. Est-ce que toi, tu as déjà eu des signaux ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'arrêter un moment ? Est-ce que tu t'es déjà fixé un cap ? Là, il faudra que j'arrête parce que je ne serai plus dans le coup. On se pose ces questions-là ? Oui, bien sûr qu'on se pose ces questions-là, elles sont évidentes, et tu as raison de la poser aussi, personne ne te répondra honnêtement, donc c'est très compliqué, c'est comme les chanteurs, tu vas aller jusqu'au bout en fait. Non, en fait, le cœur en fait, du moteur, c'est d'avoir la niaque, voilà.
tant pour moi que j'ai la niaque, eh bien, je continuerai en tout cas d'apporter mon expertise, de pouvoir produire, de pouvoir proposer des idées. Il y a encore pas tellement longtemps, avec Didier Fraisse, on a fait la pop-up Chanel, tu vois, où tu es venu. Voilà, c'était nouveau, une chaîne éphémère, etc. Tant que tu as encore l'énergie, tu sens encore un peu les choses, moi, je ne m'arrêterai pas. Voilà, mais si je vois que j'ai plus la niaque, j'ai plus l'envie, bah oui, je m'arrêterai. Philippe, on arrive à la fin de ce premier podcast, donc Panache, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de conclusion et surtout, comme on parle beaucoup d'inspiration, d'expertise et de partage, quel est le conseil, quels sont les conseils que tu pourrais donner, j'allais dire aux nouvelles générations, mais en vrai pas seulement, parce que la production, la création, c'est pas qu'une histoire de jeunes. Tout le monde peut se sentir concerné par ça. Ça serait quoi tes conseils ? Curiosité. Ça, c'est vraiment le premier conseil, vraiment. Et tu l'as dit tout à l'heure, et je le redis, effectivement, soyez curieux. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le digital, en fait, t'emmène juste sur les tablettes. Et donc, comme tu as accès à l'information, tu t'arrêtes là-dessus. Or, il faut être ouvert à tout ce qui se passe tout autour. Ce qui se passe sur la société, ce qui se passe sur les tendances, ce qui se passe sur demain. Donc, c'est cette curiosité qui va t'amener des réflexions et des propositions. Après, j'ai des convictions très claires. Je le dis souvent aux étudiants, on va finir là-dessus. Et, j'ai une règle des 4 T, donc, que je soumets en fait. Travail, pour moi c'est essentiel. Et c'est là qu'il fait toute la différence aussi. Ça, c'est la première chose. Le talent, évidemment. Alors le talent... Il est vaste, c'est un vaste débat. Jacques Brel, il avait une définition. Il dit que le talent, c'est de se lever tous les matins. Oui, je la connais. J'ai eu un grand débat avec Guy Lagache sur les talents, en fait, d'ailleurs. Mais bon, bref, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas ? Moi, j'y crois, en tout cas. Voilà, avoir du talent. La ténacité. Alors, voilà, dans ce métier, effectivement, on a des échecs, tu l'as dit, en fait. On a des succès, mais il faut s'y tenir. Et si c'est réellement ta passion, je reviens, en fait, sur le mot. Voilà. Et puis, la temporalité. La temporalité, c'est au bon moment, au bon endroit. Voilà, il y a à côté aussi un peu destin, un peu providence, que tu provoques ou tu provoques pas, mais voilà. Et puis d'être là au bon moment, là aussi ça joue énormément. Et pour moi, ce sont les recommandations que je donne et je les ai toujours suivies en fait, concrètement. Et je pense que voilà, c'est une base aussi de mise en place. Et puis avant de conclure, je souhaite, comme je suis le premier, bonne chance. Bonne chance à ton podcast. Je suis sûr que ça va être super intéressant. On a beaucoup parlé, trop parlé, mais d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un de discret initialement, donc j'ai accepté par effectivement amitié, et tu le sais. Et je suis sûr que ça va être super intéressant en fait sur la suite et ça va grandir. Merci beaucoup, mon Philippe. Comme j'aurais dit sans les caméras, très touché également que tu aies participé à ce premier podcast. On attend maintenant vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer également peut-être des vocations, en tout cas d'autres questions. N'hésitez pas parce qu'on s'appelle à peu près toutes les semaines, donc on pourra lui faire suivre également. À très bientôt et merci beaucoup.